La guerre entre Israël et l'Iran a commencé par une offensive unilatérale, sans autorisation de l'ONU, sans autorisation internationale, d'Israël contre l'Iran. L'opération s'appelle Am Kalavi et elle a pour objectif de cibler le programme nucléaire iranien et les stocks de missiles de l'Iran, considérés par Israël, en tout cas par le gouvernement de Netanyahou, comme une menace existentielle pour l'existence même d'Israël. Des explosions ont été entendues à Téhéran alors que l'attaque a été lancée vers 2 heures du matin. Et de nombreuses cibles, en particulier le haut commandement iranien, ont été atteints. Ainsi, le général Hossein Salami, commandant des gardiens de la Révolution, a été tué. Fareidoun Abbasi, ancien directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a également été tué. Plusieurs scientifiques nucléaires iraniens ont été tués, entre autres Mohamed Mehdi Tehranishi et Feidoun Abbasi. Le chef d'état-major en second a également été éliminé. Le guide suprême iranien Ali Khamenei est en lieu sûr selon les Iraniens, mais son conseiller principal, Ali Shamkhani, a été lui grièvement blessé lors d'une attaque à son domicile. Donc plusieurs domiciles où vivent les dirigeants iraniens ont été atteints. En dehors de ce commandement militaire iranien, plusieurs cibles ont été touchées, en particulier des bases de missiles situées près de Téhéran, des bases de missiles proches de la ville de Kermanshah et, bien sûr, la centrale nucléaire de Natanz. L'Iran se prépare à ce genre d'attaque depuis très longtemps et a placé ses stocks de missiles balistiques ainsi que ses capacités nucléaires dans des bases souterraines, certaines enterrées à plusieurs centaines de mètres et qui ne sont pas accessibles aux armements normaux, en tout cas ceux dont dispose Israël. Elles ne sont accessibles qu'à des dispositifs que possèdent les Américains ou les Russes, ou alors en utilisant une arme nucléaire, et encore, les sites comme celui de Natanz, puisqu'on le sait par l'Organisation de l'énergie atomique, sont très très fortement protégés. Pour le moment, Israël estime que les combats dureront au moins pour 2 semaines. On peut supposer que compte tenu de la défense et de la protection assurée par le régime iranien des systèmes balistiques et des capacités nucléaires, tant de recherche que d'enrichissement nucléaire de l'Iran, ceux-ci n'ont pas réellement été atteints par cette première attaque israélienne. Mais que l'objectif, compte tenu du choc que représente l'élimination de dirigeants de haut rang iraniens, entraînera une riposte sévère de l'Iran. D'ailleurs, elle est appelée par les durs du régime, elle est appelée par le porte-parole aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle est appelée par le porte-parole principal du Parlement iranien. Donc, Netanyahou s'attend à une riposte. D'ailleurs, l'ensemble de l'État d'Israël a été préparé à une riposte massive qui viendrait d'Iran, mais aussi du Hezbollah au Liban et des Houthis au Yémen, en espérant que cela entraînerait les États-Unis qui, eux, seuls, ont la capacité de porter un coup décisif aux défenses iraniennes. La situation est globale et très tendue puisque Israël s'attend à des attaques également venant de Syrie, où il y a toujours des unités pro-iranienne. La Jordanie, qui est dans une situation complexe puisqu'elle vient en aide régulièrement à Israël, par exemple en laissant survoler son espace aérien par les avions et les missiles israéliens, voire en aidant la défense antiaérienne israélienne contre les tirs de missiles iraniens, et qui a une population entre 50 et 70% composée de Palestiniens, eh bien, est en danger de déstabilisation sévère. Le roi Abdallah est à risque. Évidemment, l'Arabie saoudite a mobilisé sa défense aérienne et fait décoller des avions de combat et de patrouille le long de la frontière avec l'Iran
au-dessus du Golfe. Et pour que ce soit clair, plusieurs bases aériennes ont été utilisées en Irak par l'aviation israélienne. Même si dans cette attaque, on sait qu'une nouvelle forme de guerre a été mise en œuvre, celle qu'on a pu voir déployée par les Ukrainiens en Russie contre l'une des branches de la triade nucléaire russe, à savoir de déclencher depuis le territoire russe des drones dirigés à distance, voire des drones autonomes ayant des capacités IA, ce qui est maintenant, semble-t-il, avéré dans le cas en Ukraine. Or, les Israéliens ont ces capacités-là, et le Mossad a très certainement mis ce genre de dispositif en place avec des bases secrètes, d'où des drones à l'intérieur de l'Iran ont pu décoller pour mener les frappes. Le gouvernement de Netanyahou se place clairement dans une option de destruction du régime iranien, puisque Netanyahou a déclaré la chose suivante: l'Iran élabore toujours un plan visant à détruire l'État d'Israël par l'intermédiaire de ses mandataires, comprenant une invasion terrestre et des tirs de toutes parts. L'Iran est en grande difficulté stratégique et nous avons atteint le point de non-retour. Le moment est venu. L'opération a débuté ce soir et évoluera en fonction des besoins. Nous sommes confrontés à un événement d'un autre genre et devons en assumer une responsabilité d'un autre genre. Nous aurons donné l'alerte au moins 10 minutes avant un tir de missile en provenance de l'Iran. Donc Netanyahou a choisi, on a parlé régulièrement sur Fréquence Populaire, une guerre ouverte avec l'Iran et ne voulait pas d'un accord qu'était officiellement en train de discuter Donald Trump. Le ministre de la Défense d'Israël, Israel Katz, a déclaré qu'il s'agissait d'un moment décisif dans l'histoire de l'État d'Israël et du peuple juif. Donc on voit à quel niveau le gouvernement d'Israël place cette confrontation, elle le place à un niveau existentiel et une volonté de mener une guerre totale et complète contre l'Iran. Donc l'état d'urgence est décrété dans l'ensemble d'Israël. L'ensemble de la population d'Israël doit se rendre aux abris. Évidemment, tout ce qui est public, comme les écoles, tout ce qui n'est pas impératif et urgent, comme les hôpitaux, tout le reste est fermé. Et les Israéliens sont invités à se rendre aux abris avec de la nourriture, de l'eau, et à se préparer à un conflit qui pourrait être très très long. On apprend même que la Gay Pride a été annulée. C'est dire si les choses sont terribles. Donc il faut bien comprendre que l'attaque menée par Israël est une attaque massive, injustifiable en termes de droit international, puisque elle est unilatérale, et elle est l'expression d'une volonté belliciste de Netanyahou. Il est difficile d'imaginer que les États-Unis n'aient pas été au courant, d'une manière ou d'une autre, de cette offensive. Et s'ils ne l'ont pas été, compte tenu du fait qu'ils tiennent le système militaire israélien à bout de bras, qu'ils arment principalement Israël, ce serait un assez terrible pied de nez que de mettre le gouvernement de Donald Trump devant le fait accompli, mais je n'y crois pas personnellement. Quoi qu'en disent les Américains, on va y revenir. Alors cette escalade, elle est potentiellement très très grave, plus grave encore que la guerre en Ukraine. Et elle peut avoir des répercussions planétaires majeures. Pourquoi ? Eh bien parce que la Russie et l'Iran ont signé un accord de coopération militaire et de défense mutuelle, que la Russie est en train de construire des centrales nucléaires civiles en Iran. L'Iran est membre de l'Organisation de la coopération de Shanghai, aux côtés de la Chine et de la Russie. Ces trois puissances organisent régulièrement des manœuvres militaires conjointes. Il faut ajouter à cela que 40% des hydrocarbures consommés par la Chine proviennent d'Iran et 50% des hydrocarbures mondiaux passent par le détroit d'Ormuz, cette petite étroite bande de mer que les Iraniens menacent de bloquer en cas d'attaque, ce qui serait évidemment une catastrophe pour l'économie mondiale, la Chine produisant quasiment 40% de la production industrielle,
Et vous ajoutez à cela 50% des hydrocarbures produits dans la région bloquée au détroit d'Ormuz, évidemment, cela provoquera une déflagration économique mondiale. Les Houthis et le Hezbollah vont entrer en action, ça c'est sûr et certain, en particulier les Houthis, qui sont en mesure de tirer des missiles hypersoniques, comme ils l'ont déjà fait sur Israël, avec de bonnes chances de succès. Et le problème, c'est qu'on a là les ingrédients d'une déflagration mondiale qui pourrait ressembler à ce qui s'est passé en 1914 en raison de l'enchaînement des alliances. Israël, en tout cas le gouvernement de Netanyahou, compte sur un engagement américain. Engagement américain qui suppose derrière que d'une certaine manière, les États de l'OTAN, qui sont vassalisés aux États-Unis, suivront d'une manière ou d'une autre. De l'autre côté, je vous l'ai dit, il y a cette organisation de coopération de Shanghai avec la Russie et la Chine. Ces trois pays, Russie, Chine et Iran, sont membres des 9 principaux membres des BRICS et ont eux-mêmes toute une série d'alliés régionaux. L'Inde et le Pakistan s'affrontent également de manière indirecte sur ce théâtre d'opération. On a là également une possibilité d'escalade avec 2 puissances nucléaires qui se affrontent déjà de manière très violente au Cachemire. Bref, tous les ingrédients sont réunis et on ne peut espérer qu'une seule chose, c'est que Washington, Moscou et Pékin, qui sont les 3 puissances principales mondiales, d'une manière ou d'une autre, fassent chauffer le téléphone et trouvent un accord quelconque pour éviter une escalade régionale qui pourrait être une escalade mondiale. Alors, les choses ne s'arrêtent pas là, car on a une déclaration assez étonnante de la part des États-Unis. En effet, la Maison-Blanche a publié le communiqué de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, dans lequel il dit que l'attaque israélienne est unilatérale. Cela signifie que les États-Unis n'auraient pas été au courant. Voici le communiqué. Ce soir, Israël a entrepris une action unilatérale contre l'Iran. Nous ne participons pas aux frappes contre l'Iran et notre priorité absolue est la protection des forces américaines dans la région. Israël nous a informé qu'il considérait cette action comme nécessaire à sa légitime défense. Le président Trump et son administration ont pris toutes les mesures nécessaires pour protéger nos forces et restent en contact étroit avec nos partenaires régionaux. Soyons clairs, l'Iran ne doit pas s'en prendre aux intérêts ou au personnel des États-Unis. Pour la première fois, les États-Unis ne disent rien des ripostes que pourrait faire l'Iran contre Israël. Et c'est assez notable et une première, réellement une première, puisque il semble que les Américains s'en lavent les mains. Alors, bon, c'est difficile à y croire, compte tenu des relations entre Américains et Israéliens. Et si c'était vrai, alors ça veut dire qu'un de ses plus proches alliés, une deuxième fois après l'Ukraine, a pu faire une opération menaçant la paix et la stabilité mondiale. Je pense à l'opération ukrainienne des drones qui ont attaqué les bombardiers stratégiques nucléaires russes, qui se sont attaqués une des triades du système de défense nucléaire russe, et pour lequel la Russie peut répondre de manière nucléaire selon sa doctrine d'engagement. Donc on aurait coup sur coup 2 alliés des États-Unis, 2 alliés que les États-Unis arment et soutiennent et sans lesquels ils ne pourraient pas mener les guerres qu'ils mènent, qui n'auraient pas prévenu les États-Unis d'une opération qui entraîne leurs intérêts à eux. C'est difficile à y croire. Et si jamais c'est arrivé, alors cela signifie que Washington ne contrôle absolument rien, et c'est peut-être encore pire. D'autant plus que, et c'est là que le bât blesse pour ceux qui sont en face dans d'éventuelles négociations, et je pense spécifiquement aux Russes, aux Chinois et aux Iraniens, il est difficile de savoir ce que pensent les États-Unis. D'un côté, on a Marco Rubio et
Donald Trump, parce que Donald Trump aussi s'est fendu dans son style d'un communiqué en disant qu'ils ne sont responsables de rien, que la seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est que l'Iran est un armement nucléaire, ce qui est compréhensible, mais c'est difficile à comprendre ce que veulent les États-Unis, puisque mercredi dernier, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, son ami, celui qui mène les négociations au-dessus des institutions de l'administration américaine, auprès de Vladimir Poutine, qu'il a rencontré plusieurs fois, qui mène les négociations sur le dossier nucléaire iranien, qui mène les négociations sur le conflit israélo-palestinien. C'est lui qui avait obtenu de Netanyahou, en lui forçant la main, un cessez-le-feu avec le Hamas, où ça en est en début mars, et qui n'a duré que 3 semaines. Eh bien, Steve Witkoff était, mercredi dernier, à New York, à un gala organisé par United Hatzalah. Et United Hatzalah est une organisation qu'on peut comparer, disons, à la Croix-Rouge, qui est une organisation israélienne qui correspond à la Croix-Rouge et qui apporte le secours aux victimes d'accidents ou d'attentats ou d'incendies ou de catastrophes naturelles aux populations qui se trouvent en Israël. Bon, ceci est très bien, il n'y a pas de problème, sauf que c'est un des éléments du lobby du gouvernement israélien aux États-Unis, et que à cette soirée, Witkoff, qui est censé être le plus mesuré et le porte-parole direct de Donald Trump, lui a déclaré, donc 2 jours avant l'attaque israélienne, que la menace nucléaire iranienne est une menace des intérêts existentiels d'Israël, mais aussi des États-Unis, et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que les États-Unis ne devaient permettre aucun enrichissement nucléaire à l'Iran. Ça veut dire qu'ils refusent à l'Iran le droit d'avoir du nucléaire civil. Je rappelle que les Russes construisent des centrales nucléaires et que les accords de Vienne sur le nucléaire iranien, dont sont sortis les États-Unis unilatéralement eux aussi, c'était en 2017, première présidence de Donald Trump, eh bien, l'idée était que justement l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires et qu'elle limite ses enrichissements d'uranium à 3,7%, ce qui est suffisant pour faire tourner des centrales nucléaires civiles. Alors là, oui, il faut dire, l'Iran provoque de son côté, puisqu'elle est arrivée à 60% pour obtenir de son côté, il l'utilise comme un levier pour obtenir un retour aux anciens accords. D'ailleurs, cette tension, on a au-delà de la tension, cette guerre provoquée par Israël, eh bien, permet que les durs du régime s'expriment librement maintenant à Téhéran, et certains disent « Allez, la vraie réponse, eh bien, c'est de construire cette arme nucléaire ». Et effectivement, l'Iran est en mesure, dans un avenir relativement rapide, de construire au moins un prototype qu'elle pourrait faire exploser pour démontrer sa capacité à avoir des armes nucléaires. Et là, évidemment, tout bascule dans une autre dimension, puisque Israël aussi, de manière non officielle, mais tout le monde le sait, dispose de quelques 300 têtes nucléaires. Donc c'est tout à fait étrange que Witkoff fasse cette déclaration, et en plus il ajoute non seulement le nucléaire est une menace existentielle pour les États-Unis, mais également les missiles balistiques iraniens. Il dit que les missiles balistiques iraniens, c'est-à-dire ceux dont dispose à peu près tout pays souverain, eh bien, sont une menace existentielle pour Israël et aussi pour les États-Unis. Alors c'est totalement absurde pour les États-Unis, bien évidemment, et ça met l'Iran dans une situation où elle ne peut qu'accepter la guerre, si c'est ça la parole exprimée par les États-Unis, par la bouche de Witkoff. Or, on voit là que les États-Unis, comme sur de nombreux dossiers, s'expriment de manière cacophonique. Des gens qui sont dans la même administration disent exactement le contraire. Ce qui rend les négociations très compliquées et donne des points aux plus durs, que ce soit en Russie ou en Iran, pour dire « mais non, on va aller jusqu'au bout, on ne sait pas ce qu'ils veulent ». Et dans les négociations qu'ils mènent, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Et à cette soirée United Hatzalah, il y avait un personnage assez important qui s'appelle Myriam Adelson, qui est une milliardaire américaine et une des principales contributrices
à la campagne de Donald Trump qu'elle a financée à hauteur de 106 millions de dollars pour la dernière présidentielle. Rassurez-vous, elle a une fortune qui oscille entre 50 et 80 millions, entre 30 et 38 milliards de dollars, donc 106 millions, ça va, ça passe. Mais le problème, c'est qu'elle est une des plus importantes activistes, une des principales lobbyistes de Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Et entre autres, elle s'est plusieurs fois dit partisane de l'annexion de la Cisjordanie à Israël. On ne parle pas de Gaza, on parle de la Cisjordanie, c'est-à-dire à une guerre totale avec les Palestiniens. Et Myriam Adelson parle à l'oreille de Donald Trump. Donc on ne sait pas réellement ce que veulent les États-Unis. Donc on est dans une situation extrêmement dangereuse, catastrophique. Alors certains, les durs du régime de Netanyahou, considèrent que les récentes déclarations de Marco Rubio et de Donald Trump ne servaient qu'à endormir les Iraniens pour leur faire espérer une désescalade, mais que bientôt ils se joindront aux futures frappes israéliennes. On verra ce qu'il en sera. Du point où on est, on ne peut qu'espérer, et pour certains prier qu'à Washington, Moscou et Pékin, ils entendent raison et se mettent d'accord d'une manière ou d'une autre pour désescalader ce conflit, sans quoi cela pourrait déraper très très gravement, devenir quelque chose de tragique pour l'Iran, mais tragique aussi pour Israël, car Israël pourrait éventuellement, si les choses tournent mal pour elle, disparaître sous un enfer de feu, ce que là non plus, personne ne souhaite, et c'est un risque de déflagration régionale majeur, risque régional qui lui peut entraîner un conflit au niveau international. Nous suivrons tout ça sur ligne de front. Voilà ce que on peut dire pour le moment de la situation, elle est assez catastrophique. On vous donne rendez-vous pour la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, c'est important. Et on reste sur le feu pour suivre cette guerre qui commence, qui peut avoir des conséquences pour nous tous. À très bientôt.